2017, il y a eu un tournant de l'ufologie, Oui. et c'est un article initiateur du New York Times en décembre 2017 qui nous apprend qu'il y a un programme secret qui s'appelle l'AATIP. Fest OVNI, nous y sommes. Franck, moi, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, puisqu'on Bon. s'était déjà vu. Et oui, voilà, on avait fin parlé de l'année, oui. finalement de nos traces ufologiques dans l'histoire, une mission à revisiter sur NTV, bien évidemment. Bon, un week-end très chargé, on l'évoquait avec Jean-Louis, co-organisateur. Toi, tu interviens sur un sujet qui n'est pas anodin, puisqu'on va parler en tout cas de l'information qui nous vient des États-Unis, hein, c'est ça, Franck? Voilà. Hein? Ouais. C'est-à-dire que depuis 2017, il y a eu un tournant de l'ufologie, Oui. et c'est un article initiateur du New York Times en décembre 2017 qui nous apprend qu'il y a un programme secret qui s'appelle l'AATIP. Et ce programme secret, donc effectivement, après vérification, on s'aperçoit que il existe bien. Il était entre 2007 et 2012 avec un budget de 22 millions de dollars, et qu'il y a une partie qui était consacrée à des sciences théoriques spatiales. Ouais, d'accord. De la propulsion, par exemple, et qu'il y avait une seconde partie donc qui était consacrée à l'étude des ovnis qu'on appelle aussi PAN ou UAP. Ouais. Alors justement, parce que c'est vrai que des choses secrètes dans le domaine de l'ufologie, on va pas dire que c'est une quotidienne, mais pas loin. Là, on est réellement sur, je dirais, une information sourcée qui vient à la surface, sur laquelle on peut réellement travailler. Ouais. Oui, puisqu'on sait que ce programme a réellement existé. Alors peut-être pour certains c'est une surprise, mais en fin de compte les programmes sur les ovnis aux États-Unis ça existe depuis très longtemps. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Puisqu'on avait eu le premier programme SIGN, qui, vers les années 48-49, avait conclu que tous ces ovnis qui apparaissaient, ces disques et ces sphères volants qui étaient massivement observés en 1947, notamment par le pilote Kenneth Arnold et bien d'autres, Oui. et énormément de civils, ces disques volants, ces sphères volants avaient intrigué effectivement beaucoup de gens. On le voyait beaucoup dans les articles de presse, ça faisait les têtes de page. Et donc, il y avait, on demandait à l'US Air Force des réponses. Et donc, il y avait cette première qui concluait à une hypothèse extraterrestre, mais le général Hoyt Vandenberg l'avait fait détruire. Et ensuite, on a eu le programme SIGN, le programme Grudge, qui lui disait le contraire, qui disait que les ovnis, c'était des canulars, c'était des hallucinations, c'était des gens qui avaient des problèmes psychiatriques et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on est toujours, je dirais, emmaillé, vais-je dire, entre de la fausse information, de la vraie fausse information et de la fausse vraie information. Tout le monde s'amuse finalement à jeter du mystère sur le secret ou sur, je dirais, une information qui n'est pas toujours pistable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ufologie souffre largement de ça. Donc, dès qu'on a des sources qui sont finalement plus factuelles, j'avoue que c'est ça qui nous fait, je dirais, plaisir, et puis qui permet aussi de bâtir, au-delà d'hypothèses, des théories. Oui, tout à fait. Le mieux, c'est d'aller vérifier les sources, qui soient officielles, authentiques. Ouais. Et pour ça, je peux en citer plusieurs. Donc, on a le rapport Blue Book, qui réunissait à peu près 12 600 cas d'ovnis, dont 700 considérés comme inexpliqués. Bon, il y a eu des polémiques pour dire qu'il y en avait certainement plus, 1500, peut-être 3000. Je rentre pas là-dedans, mais si vous restez sur les cas inexpliqués du rapport Blue Book, eh bien, je suis en train de les étudier. Eh bien, on a des surprises. Bon, on s'aperçoit que, effectivement, dès ces années 47-50, on a des observations d'objets et de phénomènes volants qui ne correspondent à rien à l'aéronautique connue. Et si on remonte dans le temps, c'est-à-dire plus proche de nous, on arrive là aussi à avoir, Franck, des informations sur des observations, parce que le numérique nous a démocratisé finalement l'opportunité de saisir l'insaisissable de temps à autre quand ça fonctionne. Mais je reviens forcément avec les trucages et tout autre. On ne sait plus à quelle, je dirais, vidéo se vouer aujourd'hui. Ah oui. On a des sources avec des observations assez récentes. Je vais prendre un cas d'étude qui est la vidéo du Nimitz qui a été publiée en 2017 où on voit effectivement un objet en forme de tic-tac qui ensuite semble stationnaire et qui s'écarte. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses de cette vidéo. Certains, effectivement, s'étonnent du vol stationnaire suivi de l'accélération fulgurante, mais on a eu d'autres informations. Et on sait qu'il y a une vidéo longue durée, de haute qualité, qui existe, mais la version publique qu'on nous a donnée, c'est la version tronquée. D'accord. Toujours ce problème, finalement. Mais cependant,
Sur le groupe aéronaval Nimitz, il est dit qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont vu cette vidéo et qui ont témoigné, dont Jason Turner, Kevin Day, et ils nous disent qu'en fin de compte, ils ont vu un objet tic-tac qui était capable d'aller instantanément dans toutes les directions, en avant, en arrière, capable de faire du vol stationnaire et après des accélérations à vitesse moyenne de 39 000 km/h. Ce qui est beaucoup. Des chutes d'altitude énormes. Ouais. Et une organisation qui s'appelle la Scientific Coalition for European Studies concluait que on avait des forces équivalentes à 12 000 G. Ouais. Donc c'est vrai que là, la science ne peut pas expliquer cela. On est finalement sur des phénomènes là d'observation qui attirent l'interrogation, inévitablement. Oui, puisque ça correspond à rien de connu. À rien de connu ou à rien de faisable même. Oui. Ouais. Au-delà du connu, parce qu'on pourrait avoir des groupuscules militaires ou politico-militaires qui déploient finalement des stratégies et des engins. Mais là, de toute façon, ça défie au-delà même des compétences, je dirais, la capacité que l'homme aurait à réaliser des engins de cette nature. Voilà. Ce qui pose problème, c'est en résumé la taille, la forme et les performances. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, par exemple, la forme, dès les années 1947, on avait le principe du disque volant. Oui, la soucoupe volante, c'est comme ça qu'elle est née, quoi. Ouais. Dès ces années-là, on nous parlait de vitesse supersonique, c'est-à-dire, par exemple, Quentin Turner disait 2000 km/h, le groupe de disques volants qu'il a vu. Et après, on a eu du 4000 km/h. Moi, j'ai trouvé des archives où on a du 10 000 km/h. Ce que nous faisons aujourd'hui. Et du 30 000. Et il faut savoir qu'on n'a jamais officiellement réussi à produire un disque volant supersonique. Ah oui, par contre, en termes de disque. Alors justement, Franck, toutes ces informations, on l'a vu, la famille ufologique est des fois discole, puisque les galactiques aujourd'hui, on est passé de boulon, je dirais à des choses plus métaphysiques. On s'y perd justement parce que aujourd'hui, bon nombre d'observations sont plutôt métaphysiques que finalement visibles dans le ciel de jour ou de nuit. Ouais, c'est pas finalement, on va pas vers une dichotomie au niveau de, je dirais, de la compréhension ou de l'analyse dans le monde ufologique. Oui, parce que parmi les caractéristiques les plus étonnantes, donc on avait parlé de la forme, il y a la vitesse, il y a les manœuvres improbables comme les virages angle droit à pleine vitesse. On a des objets qui sont capables de se séparer. Ouais, et on n'irait pas vers l'hologramme aujourd'hui. C'est ça que j'étais en train d'évoquer. J'attendais ce mot-là de ta part. En fin de compte, les hologrammes, les premiers hologrammes qu'on a réussi à produire, c'était à peu près dans les années 60, mais c'était des hologrammes qui nécessitent un support, c'est-à-dire une façade, un mur d'eau. D'accord, oui. On peut même en projeter sur des nuages aussi. Il y a des expériences qui ont été faites. On n'y serait pas là aujourd'hui depuis 2014, c'est pas de mémoire, il y a une société qui s'appelle Burton et qui a fait un système aérial 3D et qui est capable de faire des hologrammes aériens. Exact, oui, parce qu'il y a eu le World Trade Center sur une démarche un peu complotiste, comme quoi finalement les avions étaient des hologrammes, par exemple. Je sais pas si tu as suivi. Mais... Alors ça, je peux donner une réponse technique. Étant donné que ces premiers hologrammes aériens commencent à peu près dans les années 2014-2015, et c'est très basique, c'est des petits points brillants. Donc je doute qu'en 2001 on puisse construire des hologrammes d'avions. En tout cas officiellement, on n'en a aucune certitude. Bon, je reviens pour terminer parce que c'est vrai, de la documentation il en faut, des ouvrages il faut en éditer, des week-ends comme celui-ci ils font science parce que c'est important de pouvoir échanger avec tout le monde, se documenter, puis je dirais étayer là aussi ses sources et je dirais s'affirmer aussi dans les voies qu'on peut arpenter, les tiennes entre autres, sur la documentation et la restitution justement de ces informations au grand public. Ouais. Oui, bon, déjà c'est un événement très sympathique, donc merci à l'organisation, à LDLN, Lumière dans la nuit, le MUFON et toutes les autres personnes qui participent aussi en tant que conférenciers, à tous les visiteurs. C'est très bien de faire cet effort pour qu'on se réunisse, on échange des informations, parfois de dernière fraîcheur. Là, on vient sans trop en dévoiler. On vient de me parler d'un événement qui serait produit dans la région là il y a quelques jours. Ah oui. Donc on va essayer de le faire passer en exclusivité. Il y a pas une semaine où il ne se passe pas finalement une observation quelque part sur cette terre de toute façon. Oui, tout à fait, je le confirme. Bon, de quoi compiler, je dirais toutes ces ressources. Franck, au plaisir de se retrouver de nouveau parce que l'information, il faut la vivre et puis aussi la profiler. Au plaisir d'échanger et de construire justement au-delà du mythe une réalité. Merci beaucoup et puis au plaisir.